Bonjour à tous, ici Alain, votre animateur pour le balado de l'abord du jour en santé mentale. Nous sommes un organisme alternatif en santé mentale situé à Saint-Gervais. Notre mission est d'accompagner les personnes dans le maintien et l'amélioration de leur qualité de vie afin qu'elles recouvrent leur autonomie. Aujourd'hui, dans le cadre de notre balado, nous allons rencontrer M. François Winter de l'ADROIT. Alors, je laisserai M. Winter se présenter et nous communiquer qu'est-ce qu'il fait pour cet organisme-là. Bien, bonjour Alain, bonjour Karen, Bernard, j'espère que vous allez bien. Oui. Oui, super, bonjour Marie-Pierre aussi. Hein? Donc, je suis directeur général de l'organisme l'ADROIT. L'ADROIT, c'est le groupe régional de promotion et de défense des droits en santé mentale. Donc, pour présenter notre mission en quelques phrases, on aide les gens dans tout le territoire de Chaudière-Appalaches qui vivent et qui ont vécu avec un problème de santé mentale à défendre leurs droits au plan individuel et collectif. Comment ça se manifeste au plan individuel? On informe, on aide, on accompagne les gens qui vivent des difficultés, qui se reconnaissent vivre avec un problème de santé mentale à défendre leurs droits. C'est ça. Comment ça se passe? Par exemple, si une personne est insatisfaite des services qu'elle reçoit en santé mentale, si une personne est hospitalisée contre sa volonté, notamment en P38, on va parler de la P38 aujourd'hui, hein? Je lance un scoop comme ça, mais si une personne, justement, fait l'objet d'une garde en établissement, qu'elle souhaite s'informer sur ses droits, les faire reconnaître. Ensuite, si une personne a vécu des mesures de contrôle, d'isolement, contention, si elle a une ordonnance de traitement et d'hébergement. Donc, tout type de droit lié à la santé mentale où la personne désire avoir des informations, être aidée dans ses démarches, être accompagnée, on est là pour appuyer la personne. On n'est pas des avocats. On donne de l'information, on dirige la personne vers les ressources, on donne de l'appui dans les démarches, mais on ne représente pas les gens, on les aide à reprendre du pouvoir sur leur vie par les démarches de défense de droit. Je tiens à dire aussi que pour ce qui est de l'aide individuelle, on travaille aussi en fonction des demandes qu'on reçoit. Si les gens ont des difficultés avec la justice, notamment avec différents programmes sociaux qui ne sont pas desservis par d'autres organismes. Je pense par exemple à la SAAC, à l'IVAC, aux enjeux liés au droit du travail, à tout type de droits ou de situations où les gens vont vivre des abus, des difficultés. Les personnes qui vivent et qui ont vécu avec un problème de santé mentale, on va aider les gens à défendre leurs droits là-dedans. Donc ça, c'est pour l'aspect individuel. On donne des sessions d'information sur les droits dans les différents milieux de la région. On fait la promotion des droits. C'est un peu ce que je fais aujourd'hui, notamment. Il y a une partie de ça. On a notamment créé une série d'outils d'information. On a créé aussi une application qui s'appelle le DRSM, qui est une application sur les téléphones intelligents d'information sur les droits, sur les ressources en santé mentale. Aussi, au plan collectif, on favorise la participation citoyenne, notamment par la gestion d'un projet qui s'appelle Représentation, pour s'assurer, on parlait d'appropriation du pouvoir, hein, c'est un mot qui est important quand on est dans une philosophie alternative ou différente là, ce qu'on peut appeler la psychiatrie traditionnelle. Mais au niveau de l'appropriation du pouvoir, c'est ça, c'est un principe qui est fort dans le projet Représentation, où il y a des délégués qui sont élus pour parler au nom de leur pairs. C'est quelque chose qu'on favorise beaucoup sur les différentes instances de concertation, donc pour représenter les personnes utilisatrices. Puis on consulte avec ce projet-là, on consulte les gens sur des enjeux qui les concernent directement. La dernière rencontre a eu lieu le 27 mars. On a parlé d'intervention psychosociale avec les services policiers. La rencontre précédente, on avait parlé de logement social en santé mentale. Donc, il y a une parole qui ressort de ces rencontres-là, qui est portée par les délégués régionaux, notamment auprès des instances de concertation. Le dernier volet, je parlais de défense collective des droits. La mission de l'ADROIT, c'est de prendre la parole, de dénoncer, de lutter contre les différentes formes d'abus ou les différentes situations qui peuvent venir à l'encontre des droits des personnes qui vivent avec un problème de santé mentale. Ça peut être une politique du gouvernement, une politique de l'établissement de santé, une pratique de l'établissement de santé aussi.
ça peut être toute situation qui va être une atteinte aux droits des personnes, qui vont brimer les droits. Donc, nous, on va intervenir sur ces situations-là. Aujourd'hui, on parle de la P38. Encore une fois, c'est un très bon exemple. C'est un dossier sur lequel on travaille beaucoup ces années-ci. Il y a plusieurs raisons. On va y revenir plus tard. Mais, a priori, on va porter la parole des gens. De quelle façon? Par exemple, en produisant des documents d'analyse. Par exemple, en faisant des études. En mettant de l'avant le vécu des personnes, les difficultés que les gens vont rencontrer, qui vont nous témoigner, notamment dans l'aide individuelle, mais aussi avec notre réseau de collaborateurs, de partenaires. La Barre du Jour, c'est un partenaire de la droit depuis toujours. Hein? Et puis, dans cette optique-là, c'est comme ça, on va porter la parole sur les instances de concertation, on va porter la parole dans les médias, on va porter la parole auprès des instances, notamment du réseau de la santé, mais de d'autres instances. Et puis, dans notre rôle de groupe de défense de droit, c'est ce qu'on va faire. On va être impliqué aussi dans un réseau provincial parce que, bon, il y a un proverbe qui dit « Seul, on va vite, mais ensemble, on va loin ». Donc, nous, on essaie d'aller loin, on essaie d'y aller vite aussi, mais ça, c'est un autre débat. Mais on essaie de faire les deux en même temps. Mais dans cette optique-là, on est membre d'une association provinciale qui s'appelle l'AGID SMQ, l'Association des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale du Québec. Donc, qui est un partenaire important du RASM, duquel la Barre du Jour est membre, le regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec. Donc, c'est une longue réponse à une question bien courte, mais c'était quand même important de le préciser en début de balado. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la droit avant qu'on continue? Évidemment, je pourrais vous en parler pendant longtemps. Vous voyez que j'ai la parole facile, mais je pense que c'est important de préciser ça d'entrée de jeu. Alors, notre première question pour toi, François, c'était « C'est quoi la loi P38 et qu'est-ce que ça comporte? » La P38, puis je vais dire le nom au complet une seule fois, c'est la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. P38.001. C'est une loi d'exception. Hein? Quand on dit d'exception, c'est qu'elle permet de priver une personne de sa liberté. Puis le motif pour l'appliquer, cette loi-là, ça doit être la dangerosité. Donc, on parle de loi d'exception, de droits fondamentaux. Le droit à la liberté, c'est un droit fondamental, c'est-à-dire que c'est un droit très important qui est garanti par les chartes des droits et libertés, autant la canadienne que la québécoise. Et puis, pour venir à l'encontre de ce droit-là, sans que la personne soit inculpée ou accusée au criminel, ben ça prend une loi dite d'exception parce que c'est un droit qui est très important, le droit à la liberté. Puis c'est pas parce qu'on a un problème de santé mentale qu'on n'a pas les mêmes droits que les autres citoyens. Donc, dans cette optique-là, okay. Le droit à la liberté, loi d'exception, cette loi-là vient, entre guillemets, encadrer la mise en application des articles du Code civil qui traitent de cette question-là. C'est ça. Les articles 26 à 30 du Code civil. Donc, qu'est-ce que ça comporte, cette loi-là? Donc, pour la résumer assez rapidement, il y a 3 types de gardes à l'intérieur de cette loi-là. Donc, il y a la garde préventive. C'est la seule qui peut être décidée par un médecin. Donc, un médecin, une personne, si on va prendre un exemple X, disons. Donc, je ne sais pas moi, Karen est amenée par les policiers à l'urgence. Les policiers, ses voisins ont appelé pour dire bon, Karen n'est pas correcte, elle crie dans la maison, elle frappe sur les murs. Je pense que les policiers vont chez elle et ils trouvent qu'elle va pas bien, elle veut pas aller à l'hôpital d'elle-même et ils prennent la décision de l'amener. Auparavant, ils l'ont peut-être fait rencontrer un intervenant en situation de crise aussi. On souhaite que ce soit le cas parce que justement, quand la P38 a été mise en place en 1998, elle remplaçait une loi qui était la loi sur la protection du malade mental, qui, elle, existait depuis 1973. Puis la nouvelle loi, on ne peut pas dire nouvelle loi, c'est 1998, mais dans cette loi-là, il y avait une de des nouveautés, un des éléments qui était majeur, c'était l'introduction, justement, de la consultation ou de l'intervention, plutôt, d'un intervenant en situation de crise. Donc, cet aspect-là était important. Donc,
on revient à notre exemple fictif, bien sûr, de Karen. Hein? C'est pas, c'est pas la vérité, là, mais on donne un exemple fictif. Donc, les policiers amènent Karen à l'hôpital. Karen rencontre un médecin. C'est le médecin. Ou encore une IPS. C'est quoi une IPS? C'est pas un nom de maladie. C'est une infirmière praticienne spécialisée. Maintenant, il y en a depuis quelques années dans le domaine de la santé mentale, entre autres, mais dans l'ensemble du réseau de la santé. Donc, il y a eu des changements. Les changements au niveau des ordres professionnels, c'est quelque chose qui vient très lentement. Donc, je reviens à mon exemple encore. Karen, toujours, parce que tu étais devant moi. Donc, on amène Karen à l'hôpital. Elle rencontre un médecin à l'urgence. Le médecin dit, madame, il fait l'examen, vous êtes dangereuse pour vous-même ou pour les autres, je vous mets en garde préventive parce que Karen, elle ne voulait pas aller à l'hôpital. Hein? Elle voulait rester chez eux. Mais bon, fait que le médecin l'a mis en garde préventive. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bien, il doit avoir une mention au dossier comme quoi Karen est sous garde préventive. Non seulement une mention au dossier, mais l'établissement doit aviser le directeur, pas l'établissement, le médecin doit aviser le directeur ou le directeur des services professionnels de l'heure et du moment où la garde préventive va commencer. Parce que la garde préventive, elle doit durer un maximum de 72 heures. Après ça, il faut que l'établissement ait fait une demande puis qu'il y ait une audience à la cour pour que la personne soit mise sous garde, pour qu'il y ait une garde provisoire si l'hôpital veut examiner Karen, parce que si Karen ne souhaite pas être examinée à ce moment-là, l'hôpital doit faire la demande de garde provisoire justement pour procéder aux examens psychiatriques. Parce que dans la deuxième partie, donc il va y avoir une audience à la cour. Bien souvent, c'est accepté pour les gardes provisoires parce que cette garde-là vise à évaluer la dangerosité de Karen. Pourquoi on dirait qu'elle serait dangereuse pour elle-même? Ça l'a juste crié, elle a vargé. Dans le fond, elle n'est pas dangereuse pour elle-même. Bien, c'est ça qu'il faut qu'il détermine. J'ai pas donné beaucoup de détails. Mettons que tu aurais menacé. Puis c'est un point très important que tu amènes. Parce que la dangerosité, là, elle n'est pas définie dans la loi. Mm-hmm. Donc, on fait référence à un danger, mais on ne définit pas c'est quoi. Il a été défini par la suite un peu plus clairement, pas dans la loi, mais dans les directives du ministère sur comment appliquer la loi, qui sont venues, là vous retenez que j'ai parlé de 98 tantôt, les directives sont venues en 2018. Donc, les premiers éléments, je dirais, outre les jurisprudences, pour définir qu'est-ce qu'était la dangerosité, sont venus longuement après. Cela dit, les juges ils ont évalué tout ça, mais la loi ne le précisait pas. Donc, ça, c'est un aspect qui est important. Donc, la dangerosité, c'est pas de parler à son frigidaire ou même de crier chez soi. Ça ne veut pas dire qu'on est dangereux. On peut être dérangeant, par exemple, mais on n'est pas nécessairement dangereux. Puis qui nous détecte qu'on est dangereux? Le docteur ou le juge? C'est le docteur, mais c'est le juge qui détermine si la loi doit être appliquée au niveau de la garde provisoire, qui est la deuxième étape de la loi, puis la garde autorisée, mais c'est à la suite d'examens médicaux. Okay. Donc, là, justement, ta question est super pertinente parce qu'on rentre dans la deuxième partie de la garde, qui est la garde provisoire. Donc là, Karen a passé une première fois devant le juge. OK? Le juge, donc, l'établissement a dit qu'il y a un danger imminent, Karen est agitée, Karen, mettons, ne veut pas prendre ses médicaments, menace de s'en prendre à son voisin ou peu importe. Là, c'est un exemple fictif. Ben banal. Fictif. Ben, ça peut être banal, mais fictif surtout. Hein? Ouais. Ça peut être banal dépendant des gens. Là, ouais. Donc, c'est fictif. Donc, on en revient à l'exemple de Karen. Ben, Karen, là, après la garde provisoire a été approuvée, c'est rare qu'ils ne sont pas approuvés. Il faut vraiment que ce soit des situations où même il n'y a pas apparence de danger imminent, que le juge le constate, tout ça. Donc, c'est autorisé, je dirais, dans 98-99% selon les études. Mais qu'est-ce qui dit que c'est dominant? Que c'est dangereux? C'est l'évaluation sommaire de l'établissement selon ce qu'ils disent.
par exemple, est arrivée à l'urgence, elle voulait s'en aller, elle menaçait de s'en prendre à ses proches. Il nous a été rapporté par les policiers qui ont parlé aux proches ou aux voisins que telle ou telle chose. Donc, ça, c'est des éléments qui peuvent être amenés à la cour ou être amenés dans c'est pas le rapport, parce que c'est pas un rapport de psychiatre, mais plutôt dans l'évaluation de la situation qu'ils vont présenter pour la garde provisoire. OK. Parce que par la suite, il doit y avoir des examens. Je le dis entre parenthèses, parce que le fameux examen psychiatrique, il doit y avoir 2 examens faits par 2 médecins différents. Le premier, dans les 48 heures après la garde provisoire. Là, on est rendu à la 2e étape. Karen a passé devant le juge a autorisé la garde provisoire. Elle doit rencontrer un psychiatre dans les 48 heures qui doit, il va lui poser des questions, lui demander évaluer son état mental. Et puis par la suite, elle doit rencontrer un 2e psychiatre dans les 24 heures après qui, lui, va déterminer si elle est dangereuse, encore une fois, si elle est dangereuse pour elle-même ou pour les autres. Okay. Donc, ces 2 rapports-là doivent conclure à la dangerosité. Mais il y a une chose, par exemple, François, je ne sais pas, si, mettons, que la personne elle va là, mais là, tu sais, à bout de 2 jours, elle est plus dangereuse pour elle-même, ça fait quoi? La garde doit être levée. Aussitôt que la personne est plus dangereuse, très bonne question, la garde doit être levée si la personne est plus dangereuse. OK. C'est-à-dire que la personne peut rester à l'hôpital si elle souhaite rester, puis si eux, ils veulent la garder. Mais, a priori, quand la personne cesse d'être dangereuse, le processus doit être arrêté. OK. Une autre question que j'ai pour toi. Est-ce que tu sais, si, mettons, elle sort de l'hôpital, puis elle recommence la même chose, est-ce que, dans le fond, vu qu'il y a eu un jugement envers elle, ça recommence au début? Oui. Ou si ça recommence, très bonne question. Ça recommence au début. OK. Parce que la décision de la Cour apporte sur cette situation-là. Ah. À ce moment-là. Okay. Donc, s'ils l'ont laissé sortir... c'est comme si ça tombait à zéro, dans le fond. Exactement. Puis c'est important. Parce que nous, on a constaté, les groupes de défense de droit, des dérives importantes dans l'application de cette loi-là au fil des ans qui ont été dénoncées par des instances gouvernementales aussi, notamment le protecteur du citoyen, notamment même le ministère de la Santé qui a fait des rapports sur l'application de la P38. Entre autres, il y avait un phénomène de ce qu'on appelait la garde à distance. OK? C'est-à-dire que la personne était en garde en établissement, puis souvent, à la fin d'une hospitalisation, puis c'est correct qu'ils font ça. Le problème, c'est pas ça. T'sais, ils laissent la personne sortir pour la fin de semaine, pour qu'elle revienne le lundi. Des fois, il y a ça qui est fait, puis entendons-nous, c'est super correct qu'ils fassent ça. Le problème, c'est qu'il disait à la personne, tu es obligé de revenir le lundi parce que tu es en garde. Ben, non. La garde se termine à partir du moment... Tu peux pas être dangereux la semaine, puis pas dangereux la fin de semaine. Donc, ça a l'air drôle à dire, mais la loi est plus importante que les considérations administratives, médicales. Donc, s'il y a une loi qui protège les droits des personnes, ben les instances qui les appliquent doivent être surveillées puis contrôlées. Puis c'était pas assez le cas. Ça s'est un peu amélioré, mais il reste encore beaucoup de chemin à faire. Je vais y revenir parce que j'étais en train de présenter la loi. J'ai fait ce qu'on appelle une digression avec notre échange. Là. Mm-hmm. C'est-à-dire que je vais dans plusieurs sujets, puis ça m'encourage, là, mais c'est correct. OK, on jase. Donc, on revient à la garde. Karen a eu 2 examens. Ensuite, elle rencontre... l'établissement veut faire une demande pour une garde autorisée. Donc, il présente une demande à la Cour du Québec, qui est l'instance qui est en charge d'évaluer ça. Donc, il y a une autre audience. Donc, l'établissement, comme pour la garde provisoire, a le devoir d'informer Karen qu'il va avoir une audience. En fait, c'est la Cour. L'établissement lui envoie par huissier une demande la demande avec les rapports d'examen psychiatrique, avec les informations comme la journée de l'audience, tout ça. Puis aussi l'information qu'il existe un groupe de défense de droit qui a la mission d'aider la personne à défendre ses droits, évidemment, par la force des choses. Donc, à ce moment-là, Karen peut être représentée par avocat si elle a accès à l'aide si elle a le droit à l'aide juridique. Puis même si elle n'a pas le droit à l'aide juridique aussi, c'est juste qu'il faut payer. Hein?
Mais est-ce que vous pouvez nous aider là-dedans? Ah, c'est sûr. On peut aider à partir du moment du moment où la personne est hospitalisée, à partir du moment où on peut donner de l'information, aider à se démêler dans les processus. Parce que ce que j'explique, je ne sais pas si ça a l'air simple, là, pour moi, c'est sûr que c'est quelque chose que je connais bien, mais quand on est... puis souvent, quand on va à l'hôpital, en général, c'est pas la meilleure période de notre vie. Hein? Non. On va s'entendre là-dessus. Donc, qu'on soit dangereux ou pas dangereux, c'est pas ça l'idée. Souvent, c'est parce que... Donc, dans cette optique-là, en plus, pour un citoyen qui serait dans qui aurait une bonne santé mentale, qui ne vivrait pas une situation de crise, ça peut être plus ardu à comprendre selon notre habileté qu'on a à comprendre les processus de loi, tout ça. Mais en plus de ça, il y a tout le stress de la cour, tout le fait d'être hospitalisé. Donc, ça prend une intervention spécifique. Puis les groupes de défense de droit, c'est vraiment notre spécialité là-dedans. Vous êtes une approche. On va être un facilitateur, on va donner l'information, on va aider la personne à se trouver un avocat, à se préparer à l'audience. Parce que souvent aussi, la personne doit être signifiée pour l'audience 48 heures avant de passer en cours. Donc, c'est un délai qui est court, là. Puis, on va s'entendre avant les dernières années. Puis, justement, le recours collectif vient préciser ces choses-là, là, entre autres, ou est venu améliorer la situation par rapport à ça. Mais avant les dernières années, la signification, là, c'est-à-dire la personne, des fois, passant en cours l'après-midi, elle recevait ses papiers le matin. Donc, comment veux-tu te préparer? Tu peux pas. Ben, c'est ça. Puis même 2 jours d'avance, c'est pas facile. C'est difficile. En même temps, c'est mieux que passer en cours plus tôt que tard, dans le sens que pour avoir la possibilité de se faire entendre. Mais dans l'ordre des choses, on va aider la personne à se démêler dans tout ça. On va l'aider à se préparer, à regarder aussi ce qui est essentiel, de ce qui est accessoire. Parce que souvent, il va y avoir toutes sortes de choses, par exemple, décrites dans les rapports de médecins. Entre autres, des diagnostics. La personne va dire « Ah ben non, moi, j'ai pas ce diagnostic-là. » Ben, l'audience n'apporte pas sur ça. Puis c'est normal, on voit quelque chose, ça peut nous déranger, ça vient nous chercher, ça parle de nous, là. Mm-hmm. Ça parle de nous, puis c'est pas nous qui l'avons écrit, hein. Donc, dans cette optique-là, mais en fait, les gens, ce pourquoi il faut se faire entendre, c'est « Suis-je dangereuse pour moi-même ou pour les autres présentement? » Donc, l'objet de l'audience, c'est ça. Donc, il y a une audience au palais de justice pour la garde autorisée. Ensuite de ça, s'il y a une garde, en général, elle peut durer... elle va être autorisée pour un maximum de 14, 21, 30 jours. À une certaine époque, pendant très longtemps même, au moins, je dirais jusqu'en 2015, si c'est pas plus tard un peu, mais ça avait arrêté pas mal dans ces années-là. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, de façon systématique, on demandait, puis ça, on l'a dénoncé longtemps, on demandait des gardes de 60 jours. Tout le monde était dangereux pour 2 mois. Donc, c'était quelque chose qu'on a dénoncé, nous. Puis finalement, ils ont fini par faire le changement parce que ça amenait des conséquences pour les gens. Puis aussi, c'était une mesure qui était administrative et non une mesure qui était là pour... qui était là dans l'optique, justement, de la personne puis de la possibilité. Donc, il y a quand même un nombre assez minimal, plutôt, de gardes qui durent plus que 30 jours. Donc, pourquoi demander 60 jours? Donc, ça, c'est un exemple. Mais, tu sais, c'est tous ces petits détails-là qui ont leur grande importance. Ben nous, les groupes de défense de droit, on intervient là-dessus, on pose des questions. Puis, justement, par rapport à la P38, ben il y a la garde préventive sur laquelle on va discuter plus tard, mais c'est des éléments qui sont très importants pour les personnes qui la vivent. Donc, à la deuxième partie de la question, c'est quoi la P38? Qu'est-ce que ça comporte? Là, mettons que la P38 a été ordonnée, ben, ce qui est important de se souvenir, c'est que, on revient à l'exemple fictif de Karen, ben, Karen peut demander, peut la contester là, dès le sortir de l'audience. Ah ouais? À ce moment-là, elle conteste au tribunal administratif du Québec. C'est un tribunal qu'on dit itinérant, il doit se déplacer. Bon, maintenant, il marche beaucoup par visio. On pourrait en reparler. Visio, c'est-à-dire des audiences virtuelles, là. Fait que, dans le fond, elle peut sortir de l'hôpital? Non. Non? Elle peut contester, mais elle va rester à l'hôpital. C'est-à-dire que le tribunal va se déplacer ou va faire une audience, le tribunal administratif, qui est une autre instance,
pour évaluer la décision de la Cour du Québec par rapport à la garde. Souvent, les gens ont plus gain de cause à cette instance-là qu'à la Cour du Québec, mais encore là, c'est pas un absolu non plus. Là. Ça dépend. Mais à quelque part, si elle est plus dangereuse pour elle-même, pourquoi elle resterait 30 jours à l'hôpital si... Mais c'est un maximum, 30 jours. OK. Quand je dis c'est un maximum, ils peuvent demander un renouvellement, une prolongation. Mais, à proprement parler, c'est la dangerosité le critère. Tu as tout à fait raison de signifier qu'à partir du moment où la personne est plus dangereuse, la garde doit être levée. Donc... Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'elle peut sortir de l'hôpital dès maintenant. À partir du moment où la garde est levée. OK. C'est le médecin qui lève la garde. Il ne faut pas que ça retourne en cours. Ah, on retourne pas en cours. Sauf si elle a contesté. Ah, OK. C'est complexe, hein? Oui. En tout cas, j'espère que je l'explique bien, mais y a-t-il d'autres détails que vous souhaitez que je mentionne avant qu'on aille sur d'autres sujets ou à d'autres questions? Peut-être qu'on pourrait y aller avec les autres questions. OK, là, on était rendu à peut-être... c'est quoi nos droits en P38 là, et les recours qu'on a? Bien, effectivement, on a les mêmes droits que toute autre personne qui est hospitalisée. C'est-à-dire, on a le droit de consentir ou non aux soins. C'est-à-dire, c'est pas parce que je suis en P38 que je suis obligé de prendre les médicaments qu'ils me donnent, sauf si j'ai une ordonnance de soins, c'est-à-dire une ordonnance de la Cour supérieure qui oblige à prendre des médicaments et ou de l'hébergement. Mais en général, il y a peu de gens qui ont cette ordonnance-là. Donc ça, c'est une chose, sauf si c'est des soins d'hygiène ou si c'est des soins d'urgence. Quand on dit soins d'urgence, si ma vie est en danger ou si je me vide de mon sang, exemple, là, bon, c'est un peu macabre, là, mais... S'ils mangent plus, se lavent plus... boit plus... Qu'est-ce qu'ils peuvent faire à ce moment-là? C'est quoi qu'ils peuvent faire à ce moment-là? Si on mange plus, mettons? Non, ben je veux dire, parce que ta question, tu disais que la Cour était obligée, dans le fond, que la personne prenne ses médicaments, puis tout ça, mais si elle veut pas les prendre... En fait, ce que j'ai mentionné, puis c'est vrai que ça peut mêler les gens, c'est qu'il y a deux éléments là-dedans. Tu sais, il y a la garde, puis le législateur, le gouvernement, là, en 98, avait eu la sagesse de mettre ça à un endroit qui est à la Cour du Québec pour la garde en établissement, de séparer la question de garde de la question des soins, parce qu'il y a des articles du Code civil aussi qui peuvent permettre qu'une personne soit obligée de prendre ses médicaments et ses traitements, tout ça. Mais là, justement, à la question, c'est quoi nos droits puis nos recours en P38? Bien, les gens ne sont pas obligés d'avoir des traitements, sont juste obligés d'être gardés à l'hôpital parce qu'ils sont dangereux pour eux-mêmes ou pour les autres. Ça ne veut pas dire de ne pas les prendre. Ça ne veut pas dire de les prendre. Ça veut dire que la personne a le droit de consentir à les prendre ou à ne pas les prendre. Donc ça, c'est un droit qui est important. Donc on conserve tous ces droits. Le droit de faire des plaintes, le droit aux demandes de changement de médecin. On conserve le droit aux demandes de changement d'établissement aussi. Ah. Ça, maintenant, il y a eu des améliorations. C'est beaucoup plus respecté. Avant, c'était pas très, très respecté. Quelqu'un en P38, bonne chance pour demander un changement d'établissement avant. Mais il y a eu des décisions de cour puis des dénonciations qui ont été faites là-dessus. Ça, c'est toutes des petites choses que les gens ne savent pas, mais les groupes de défense de droit, on est beaucoup intervenus sur ces sujets-là. Mais comme quoi? Comme vous dites... Ben, par exemple, toi, Karen, OK? On revient à ton exemple. Tu dis, ben moi, mettons qu'il t'amènera à l'Hôtel-Dieu de Lévis, parce qu'on est dans Bellechasse, il t'amènera à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Mais tu aurais je sais pas moi, une belle-sœur qui travaillerait sur le département de psychiatrie, puis tu voudrais pas qu'elle la soigne ou n'importe quoi, tu demanderas un transfert. OK. Tu pourrais demander un transfert d'établissement, de dire, ben gardez-moi, mettons, à Montmagny ou ailleurs. Ah, OK, on aura le droit. On a le droit de le demander. En général, maintenant,
c'est beaucoup plus respecté. On a quand même le droit au transfert d'établissement. Mais ça, c'est l'exemple que je donnais. À la question, c'est quoi nos droits en P38? Ben c'est ça, on a le droit de la contester aussi, la P38. Donc, puis on a le droit au respect des délais, sinon c'est une détention illégale, là. OK. Puis la personne peut faire un recours à ce moment-là à ce qu'on appelle l'habeas corpus, c'est-à-dire la détention, détention illégale, là. C'est un recours qui est utilisé aussi en droit criminel quand les gens sont détenus et que ça ne respecte pas la loi, là. OK. François, j'ai une autre question. Je ne sais pas si ça va rentrer dans ça. Tu me corrigeras si ça ne rame pas. Je voulais savoir une information. Dans le fond, si la personne est plus apte, tu sais, elle a quelque chose que là, elle est plus apte à s'occuper d'elle, de prendre soin d'elle, vraiment, là, jumper, là, comme on peut dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Bien, c'est une super bonne question parce que, en général, on est présumé apte à consentir aux soins. Mais si la personne n'est pas apte, puis que ça a été documenté par un rapport de médecin, à ce moment-là, il peut avoir un consentement substitué. Ça veut dire quoi, ça? C'est qu'un proche, ou mettons, je sais pas si... si on est en couple, notre conjoint, un membre de la famille, ou une personne intéressée, là, s'il y a quelqu'un... Ça peut arriver, mais c'est plus rare, mais donc, qui peut consentir aux soins à notre place, mais bon... Entendons-nous, c'est pas parce qu'on est sous curatelle ou tutelle qu'on n'est pas nécessairement apte à consentir à nos soins. Oui, mais si, mettons, je dis elle est plus apte, dans le sens que... Dans le coma, mettons. Là. Non, pas vraiment, mais tu sais qu'elle est jumpée, là, elle est rendue folle, là, tu sais. Hein? Folle? Quelqu'un en psychose, mettons? Ouais, peut-être, tu sais, quelque chose de ce style-là, là, mais que là, rendu folle, elle peut je sais être pas dans... trop, hein? Ouais. C'est pas un terme... Non, excusez-moi, là. Mais, tu sais, je veux dire, je pense que vous comprenez ben ce oui, que je j'ai veux compris dire. le sens de ce que tu voulais dire. Mais, là, oui, tout à fait. autrement dit, si la personne est dangereuse, tu sais, elle défait la maison au complet, Ça veut pas dire qu'on est inapte. Ça veut pas dire. Ça veut pas dire qu'on est inapte. Ça veut dire qu'on est dangereux, mais ça veut pas dire qu'on est inapte. OK. C'est ça. Puis c'est important. Puis tu peux vivre une situation où ça fait réagir, hein? C'est correct, on jase, on présente les choses. Moi, je présente les droits que les gens ont, les recours, tout ça, selon les lois, mais ultimement, c'est quand même important dans le processus, puis dans l'esprit du Code civil, entre autres, puis des chartes des droits, qu'on préserve le plus possible nos droits fondamentaux. Puis tu sais, si la personne, tu sais, une crise, ça dure pas... En général, une crise, ça dure pas 10 jours non plus, là. Non. Tu sais, les crises psychosociales, ils disent c'est quoi, 48 à 72 heures en moyenne. Donc, dans cette optique-là, ben non. Tu sais, l'inaptitude, elle peut être très temporaire, puis elle peut être très segmentée, mais de façon générale, on est présumé apte à consentir aux soins. Donc, ça, c'est un détail qui est important. Pourquoi? Parce qu'on doit être respecté dans ce droit-là. Ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas le droit de mettre en place la P38, puis de nous garder à l'hôpital. Ça ne veut pas dire que parce qu'on a le droit de consentir, qu'on ne consentira pas non plus. OK. Donc, Mais elle est exigée, elle n'a pas le choix d'exiger au P38 rapport à son état à elle. ben, si la personne est dangereuse, la P38, c'est quoi nos droits? Ben, on garde les mêmes droits que n'importe qui. Donc, à ce moment-là, parce que pour démontrer l'inaptitude, tu sais, on peut pas... ça se présume pas, l'inaptitude, hein? Non, non. Tu peux pas arriver ici et dire, toi, t'es inapte, toi, t'es apte, toi, t'es inapte. Donc, il faut que ce soit... Il y a un processus, là, d'un rapport de médecin, puis même psychosocial aussi pour ce qui est des cas de curatelle, tout ça. Mais a priori, c'est un rapport de médecin, si ma mémoire est bonne, peut-être. Mais c'est assez rare, somme toute, la question de l'inaptitude, là. OK. C'est bon. Fait que droits et recours, en terminant, sur cette question-là, c'est quoi nos droits et recours en P38? Ben, j'ai mentionné le droit que lorsque la garde est terminée, ben, qu'on puisse quitter.
le droit d'avoir... On a le droit autant de consentir aux soins, mais on a le droit d'avoir les services aussi. Donc, on a le droit... on conserve tous nos autres droits, là, comme n'importe quelle personne qui vit, qui est hospitalisée ou qui reçoit des services de santé. Donc, notre droit d'être entendu, le droit à l'information, un droit très important, le droit d'être aidé, accompagné dans les démarches. Donc, c'est pour ça que nous, on va sur les étages en psychiatrie, aider, rencontrer les personnes, tout ça, qui ont besoin de nos services. Bonjour, mon nom c'est Bernard. Merci à notre conférencier, si je peux l'appeler comme ça. C'est plus un échange ou oui, un échange à ce moment-là. Un invité très intéressant. Puis je voudrais te remercier, Karine, en même temps, parce que tu étais peut-être celle autour de la table ici qui, de par ton vécu, m'ont fait le plus ressentir la problématique dont on nous parle aujourd'hui par notre conférencier. J'ai pas vécu des difficultés aussi grandes que ça, puis je t'avoue que non seulement ça m'émerveille, mais ça m'interpelle. Tu nous as dit aujourd'hui, je t'en remercie. Une des questions qui me venait à l'esprit, qui est peut-être un peu terre à terre, c'est que cette loi-là, la P38, est-ce que c'est seulement au Québec qu'on a ça? Non, mais oui. C'est-à-dire que on a juste au Québec, puis on est une société distincte au niveau du droit. Ouais. C'est-à-dire qu'on a un droit qui est de tradition, un droit civil qui est de tradition, entre guillemets, française. Hein? Si on remonte dans l'histoire, on a un droit civil qui avec tous les traités, tout ça. Je pense que c'était avec l'Acte de l'Amérique du Nord britannique. On a conservé notre droit civil qui était distinct, mais par contre, au niveau du droit criminel, c'est un droit qui est partout pareil au Canada. Ah. Donc, puis comme c'est du droit civil, parce que la personne n'est pas accusée au criminel, mais à ce moment-là, chaque province a sa propre loi. Et puis, aux États-Unis, chaque État aussi ont leur propre loi. Là, je ne veux pas dire quelque chose d'incorrect, là, mais selon l'information que j'ai eue, sa propre loi sur l'application, justement, sa propre P38, si on veut. Ah bon? Alors ça, je trouve ça intéressant de voir qu'on est une société distincte, mais on fait partie, si je comprends bien, là, d'un réseau là, légal qui englobe autant les provinces canadiennes ou même à l'extérieur. Ça répond à un besoin social qui existe un peu partout, c'est pas seulement chez nous. Chaque législation, hein, c'est ça, a sa loi là, ou sa loi là-dessus. La particularité, c'est qu'ici au Québec, puis ils ont bien fait les choses, ils ont séparé la question des soins puis la question de la garde, tandis qu'en Ontario, c'est traité à la même instance. Puis ça, pour les personnes, c'est pas une bonne chose. Les psychiatres ont plus de pouvoir dans le système, c'est pas nécessairement une bonne chose non plus. Oui, c'est ça là, qui m'inquiétait en écoutant ce que Karine disait, puis vos réponses. À un moment donné, j'écoutais ça, puis je me disais, ouais, merveilleux de vouloir aider les gens comme ça, j'aime pas le mot contrôler, mais venir à leur aide, si on peut dire, compte tenu de la difficulté qu'elles vivent. Oui. Mais comment je pourrais dire ça avec le vécu que j'ai, là, alors je suis rendu, je regarde ça avec une certaine distance, puis je me dis, comment est-ce qu'on peut avoir une loi, quelle qu'elle soit, qui soit vraiment équitable et juste dans une problématique comme celle-là, compte tenu de la difficulté que chaque personne humaine, la mienne, la vôtre, ça c'est pour tout le monde, on a tous quelque chose d'unique. Alors, comment est-ce qu'on peut faire une loi qui va répondre à une majorité face à une problématique, quand si on tient compte d'une réalité qui est incontournable, c'est que chaque personne a son histoire. Qu'elle soit révoltée, qu'elle soit dangereuse ou qu'elle soit pas, bon, elle est dangereuse, hein, OK, c'est correct. Mais chaque personne est dangereuse à sa façon. Chaque personne a son histoire qui a fait qu'elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, qui est peut-être considérée comme non acceptable. Alors là, on touche au cœur humain, là, en profondeur, puis je me demande comment est-ce qu'avec une loi, on peut vraiment en arriver à endiguer une problématique aussi délicate que celle-là. Enchasser ça dans une loi, là, moi, j'ai un gros point d'interrogation. Je ne dis pas que la loi n'est pas valable, je ne dis pas que ce qu'elle fait, c'est pas bon.
Mais l'être humain est d'une complexité telle que d'essayer par une loi d'endiguer une problématique comme celle-là, je regarde ça dans ma famille, j'ai quelqu'un que j'affectionne beaucoup, qui a été enfermé par son père, Robert Gifford, parce qu'il avait un problème d'accident de naissance, puis qu'il avait certains comportements à l'occasion qui n'étaient pas nécessairement dangereux, mais que socialement, il était mal vu puis inacceptable. Puis ça a fait des histoires en cours qui ont duré des années sans jamais complètement se régler. Puis là, aujourd'hui, on arrive avec une loi comme ça que je trouve bonne. Je pense que l'intention est vraiment digne. Je pense que j'ai bien compris. Mais ça m'inquiète parce que je vois pas comment une loi, quelle qu'elle soit, peut répondre aux besoins aussi variés que les êtres humains sont variés. Mais j'ai envie de répondre à votre question parce que je pense que c'est une vision qui est très humaniste de la chose. Puis on devrait toujours garder ces considérations-là à l'esprit. C'est-à-dire que cette loi-là devrait être une loi d'exception. C'est-à-dire qu'elle devrait être appliquée de façon exceptionnelle. Oui. Au Québec, chaque année, il y a au-dessus de 20 000 gardes préventives en moyenne. Okay? Les gardes autorisées, il y en a moins, mais j'ai pas le nombre en tête, là, mais les gardes préventives, parce qu'on va parler du recours collectif bientôt, les gardes préventives, il y en a au-dessus de 20 000. Donc, on initie plus de 20 000 fois chaque année la possibilité, le processus de garde en établissement. Là. Donc, c'est majeur. Donc, est-ce qu'on parle d'une loi d'exception? Donc, de brimer ou d'intervenir d'une façon à contraindre quelqu'un, oui, la dangerosité, vous avez raison de le dire, mais ça devrait être appliqué d'une façon exceptionnelle. Donc, la réponse qu'on a aux difficultés, à la souffrance que les gens vivent, ça devrait être autre chose que des contraintes. Puis vous avez raison de le dire, la P38 ou cette loi-là en soi, elle peut avoir sa raison d'être, mais il faut qu'elle soit appliquée d'une façon adéquate, puis il faut que ce soit une exception. Bien, c'est pour ça que je ne suis pas surpris quand on mentionnait tout à l'heure, il y a un instant, notre animateur parlait justement là, qu'on s'en va vers un recours collectif. Moi, j'ai eu un peu de chagrin quand j'ai vu ça, parce que je me suis dit, je voyais la bonne intention qu'il y avait face à des gens comme vous puis d'autres qui essaient d'appliquer ça pour faire du bien aux gens. Moi, je ne l'applique pas. Moi, j'aide les gens à défendre leurs droits. Non, je ne défends pas nécessairement cette loi-là. On aide les gens à défendre leurs droits lorsque cette loi-là est appliquée. Mais la question, puis oui, le recours collectif, ça a été une bonne chose. Puis il était accepté, il y a eu une entente, puis on peut en parler. Je pense qu'on est rendu là. Hein? Donc, la question, Alain, par rapport à ça, c'était en quoi concerne le recours collectif, je pense. Hein? Je ne veux pas te voler. C'est en plein ça. C'est en plein ça. C'est en quoi concerne le recours collectif présentement. On s'est fait un peu pogner. On a recommencé notre l'enregistrement, tout ça. Mais oui, le recours collectif, en fait, c'est qu'il y a eu une entente hors cours entre le gouvernement, les établissements de santé et des requérants, parce qu'à la suite d'une décision de la Cour d'appel dans le dossier JM contre Jean Talon étant l'hôpital Jean Talon de Montréal. Donc, il y a une personne qui avait eu des délais trop longs de garde préventive. Hein? Puis, si on se ramène au début de la conversation, la garde préventive, c'est un maximum de 72 heures. Hein? Des heures juridiques, donc, c'est-à-dire des jours de la semaine. Donc, dans cette optique-là, beaucoup de gens, particulièrement avant 2020, mais beaucoup de gens avaient des gardes préventives qui étaient plus longues que la durée prescrite. Puis on se rappellera que la garde préventive, c'est la seule qui peut être décidée ou déterminée par un médecin. Okay? Après ça, c'est la Cour qui ordonne la garde. Mais le médecin, tu arrives à l'hôpital, on donnait l'exemple de Karen tout à l'heure, le médecin décide, ou l'IPS, décide de la mettre en garde préventive. Donc, c'est un maximum de 72 heures. Pour déterminer si, par la suite, on va plus loin dans le processus, s'il y a un danger imminent. Donc, à ce moment-là, on détermine si elle doit subir des examens pour déterminer sa dangerosité. J'aurais une question, François. La fin de semaine, pourquoi on dit c'est la semaine, mais pas la fin de semaine? C'est des jours juridiques. Okay. Parce que
après les 72 heures, il faut que tu passes à la cour pour une garde provisoire. Donc, tu ne passeras pas à la cour le samedi ou le dimanche. OK. Parce que c'est pas des jours juridiques. Autrement dit, c'est 72 heures, mais si on est là, mettons qu'on arrive le jeudi, mettons, ça fait quoi? Ça fait que la garde préventive, mettons que tu arrives le jeudi à 5 heures le soir, ta garde préventive, si tu comptes 24 heures vendredi, après ça, samedi, dimanche, ça compte pas. Lundi, mardi, la garde préventive se termine le mardi à 5 heures, en théorie. Sauf que l'établissement, s'il a fait une demande à la cour pour une garde provisoire, qu'il y a une date d'audience, tout ça, à ce moment-là, tu devrais avoir... elle ne se terminera pas avant qu'il y ait eu l'audience. Là, OK. ça Merci. répond à la question? Oui. Donc, oui. Ça veut dire que 72 heures, comme disait Karine, là, il y a un instant 72 heures, s'il arrive là le jeudi soir. Vendredi, OK, vendredi soir, tu as 24 heures de fête, là, il t'en reste 2, mais le samedi, dimanche, il ne compte pas. Donc là, ça va au lundi. Donc, ça fait 3 jours que tu es là, ton 72 heures est faite, mais il faut que tu en fasses encore 2 autres. Donc, tu vas être là pas 3 jours, tu vas être là 5 jours. Exactement. En pratique. Fait qu'arrange-toi pas de te faire arrêter un vendredi ou un jeudi, parce que tu vas trouver ça Mais long. en général, oui, c'est une réflexion qu'on peut se faire. Mais en général, c'est pas le genre de truc qui se prévoit bien. Hein? Non. C'est comme ça va pas bien, mais ça peut ne pas bien aller le mardi à 2 heures de l'après-midi aussi. On ne sait pas, hein? Non. Donc, à cet effet-là, le recours, il est là-dessus. Parce que par la suite, il y a un avocat avec le groupe qui a la même mission que la droit à Montréal, Action Autonomie. L'avocat, c'est Patrick Martin-Ménard, qui ont fait une action collective, c'est-à-dire qu'ils ont pris 3 cas types, entre guillemets, des situations de gens qui avaient eu des dépassements de délai. Ils ont introduit un recours collectif, c'est-à-dire qu'ils poursuivaient au nom de toutes les personnes qui peuvent avoir vécu ce type de situation-là, le gouvernement. Puis, je ne peux pas me prononcer pour eux autres, mais c'était plus facile avec la décision de la Cour d'appel d'aller chercher gain de cause. Donc, c'est-à-dire que c'est une décision qui est forte. C'est comme un argument très, très fort de dire la Cour d'appel a condamné, mettons, le 6 de tel endroit de donner des dommages. Donc, ça donnait des bons arguments pour le recours collectif. Donc, c'est une très bonne chose parce que ça permet aux gens qui ont vécu des dépassements de délai, donc que les droits n'ont pas été respectés, de faire reconnaître leurs droits dans le processus. Donc, le recours collectif a été initié en 2019, 2020. Il a été entendu, même pas sur le fond, c'est-à-dire que les avocats se sont entendus entre eux autres avant, puis les requérants, avant que ça passe en cours. Mais comme c'est un recours collectif, le juge doit entériner le deal, là, mais dans les recours ordinaires aussi, je crois, là, mais c'est-à-dire qu'il devait avoir le juge devait autoriser cette entente-là finalement pour que le dossier soit, entre guillemets, réglé. Donc là, ils se sont entendus pour qu'il y ait une compensation de 8,5 millions de dollars pour les personnes qui ont vécu une garde préventive trop longue. Donc, ce 8,5 millions de dollars-là, il comprend des sommes, mais plusieurs... entre autres, il comprend les frais d'avocat, il comprend les frais de gestion du recours collectif, mais il y a aussi des indemnités ou qui ont été versées à des organismes communautaires. Comme la droit, on a reçu des sous. La barre du jour en a reçu aussi. La barre du jour en a reçu moins parce qu'ils font partie du 49... Il y a 49% de 3,6 millions. En tout cas, je pourrais tout vous expliquer les chiffres, là, mais la barre du jour a reçu à peu près 3-4 000 $. Là, je ne sais pas le montant exact. Nous, on a reçu un plus gros montant là, qui nous a permis d'embaucher quelqu'un parce que c'était la volonté de notre conseil d'administration d'embaucher, de faire en sorte que le plus de personnes possible qui ont vécu cette mesure-là puissent faire une demande pour être compensées. Donc, j'en reviens à une autre portion, qui est la portion la plus importante à mon point de vue, qui est la compensation qui peut être donnée aux gens. Bien, les personnes qui ont vécu une garde préventive de plus de 72 heures entre le 1er janvier 2015 et le 4 novembre 2024 peuvent être compensées jusqu'à 1 000 $ par jour
qui a dépassé le délai de 72 heures par garde préventive. C'est-à-dire, si on a eu 4 gardes préventives, qu'on réussit à faire la démonstration, à faire la demande, qu'on a vécu ça, ben à ce moment-là, on pourrait être compensé là, de 4 000, jusqu'à 4 000 $. Mais il y a toutes sortes de considérations là-dedans. Il faut faire la demande avant le 10 août, excusez-moi, puis il faut que la garde préventive ait eu lieu entre le 1er janvier 2015 puis le 4 novembre 2024. Et Karen, je sens que tu as une question. Non, je voulais savoir, mais disons, ça, dans ce temps-là, pouvez-vous parler pour la personne en étant là? Ben, c'est une bonne question. On peut aider la personne à compléter les formulaires parce que, tu sais, c'est pas je lève ma main puis je vais avoir les sous, là. Mm-hmm. Tu sais, il faut quand même démontrer qu'on a été en garde préventive, première des choses. Donc, si j'ai vécu ça, puis je veux compléter le formulaire pour ça, il y a un formulaire à compléter, notamment, puis donner une autorisation à la Cour, comme quoi, pas à la Cour, excusez-moi, au gestionnaire du recours collectif, comme quoi il peut accéder au dossier médical ou dossier de l'établissement parce que ça va être indiqué. OK. Garde préventive début de telle journée, puis si le processus n'a pas été bien respecté, bien, ils sont capables de le voir dans le dossier oui, exactement. Donc, il faut fournir les dates approximatives de quand on est hospitalisé. Souvent, on s'en souvient plus. Tu sais, si ça fait longtemps, je veux dire, on s'en souvient pas toujours. Là. Moi, j'ai été hospitalisé quand j'avais 5 ans. Demandez-moi pas les dates. Hein? Donc, bon, ça fait plus longtemps, là, mais c'est un exemple. Là, tu sais. Donc, dans cette optique-là, ben, les personnes peuvent faire la demande, puis après ça, ça va être évalué dans le courant de l'année, puis les gens vont pouvoir recevoir leur compensation en 2026. Ah bon, 2026? Qui vont recevoir les sous au final, oui. Ah bon, donc ça veut dire que le processus est pas mal avancé à l'heure actuelle au niveau des réclamations? Ben oui, il est avancé. Il a commencé en décembre, le processus, si ma mémoire est bonne. Les gens ont jusqu'au 10 août pour faire une réclamation. Parce que dans les recours collectifs, ça c'est quelque chose qui a été négocié, puis discuté, puis accepté, souvent, les délais, c'est 3 mois à peu près là, pour réclamer. Mais là, comme il y a beaucoup de gens à contacter, comme il y a beaucoup de... Puis j'ai parlé du nombre de 20 000. 20 000 gardes préventives par année. Donc, il y a 20 000 situations potentielles chaque année où la loi aurait pu ne pas être respectée. Ça ne veut pas dire qu'elle ne l'était pas. Ça veut dire que c'est des situations potentielles. Donc, ça ne veut pas dire que tous ces gens-là... Tu sais, quelqu'un peut avoir vécu 10 gardes préventives, là aussi. Là. Oh là là. Faut se le rappeler. Oh, oui. Il y en a qui peuvent le vivre souvent. Mais une fois, pour d'autres personnes, ça va être une fois, puis c'est tout. T'sais. Fait qu'on ne le sait pas. On n'a pas... On aurait pu avoir l'information, mais ça ne marche pas comme ça. C'est parce que vous n'avez pas accès au dossier de chaque personne. Exactement. C'est l'hôpital qui a ça. Puis encore là, ils ont des lois, ils ne peuvent pas dévoiler ce qu'il y a dans les dossiers médicaux comme ça. Là. Le droit à la confidentialité, c'est un droit qui est important. Bon, sur la méthode, quand même, on a le CIS, puis l'établissement de santé doit, c'est écrit dans le jugement, doit offrir sa collaboration, mais bon, on a quand même une certaine collaboration de la direction du programme santé mentale dans ce dossier-là pour s'assurer justement que les personnes soient rejointes. On fait une tournée, ils diffusent nos informations le plus possible pour s'assurer que les gens soient informés qu'il y a eu cette entente-là, puis qu'ils puissent réclamer, qu'ils puissent être entendus parce que c'est très important pour la droite, puis c'est pour ça que nous, on a eu des sous. Puis même avant la confirmation qu'on ait eu des sous, bien, on a engagé quelqu'un pour s'assurer de compléter les formulaires avec les personnes, puis de faire la promotion du recours collectif. Donc, on est actif, je dirais. Bien sûr, on se dit ça, on va jamais assez vite, mais on est actif quand même depuis on était dans les premiers, là, dans les plus actifs pas mal dans ce dossier-là. Mais vite et bien, il y a des fois, oui, mais dans un cas délicat comme ça, je pense que ça vaut la peine de prendre le temps. Oui. Non seulement pour s'assurer que les personnes vont avoir vraiment ce à quoi elles ont droit,
mais s'assurer que c'est bien fait puis que ça répond vraiment à la réalité de chacun. C'est Alors c'est important de prendre le temps. Par contre, on a un Oui. délai, le 11 août. C'est avant le 11 août, il faut que le formulaire soit soumis, sinon les gens sont pas... Ils sont plus éligibles. ils peuvent plus faire la demande. Ben, il me semble que c'est assez long. Je sais pas, moi. Tout est question de perception, de perspective. Ouais. Ou, Si on rejoint les gens à temps, s'il y a toutes sortes d'affaires, là. Puis aussi, ça concerne, c'est un élément qui est important, ça concerne les ayants droit aussi. Par exemple, si quelqu'un est décédé, ben, les héritiers de cette personne-là peuvent faire une demande. Ah oui? Mais ça, c'est important, ça. Ça peut aller dans la succession de la personne. Exactement. Ça peut, Moi, je pensais que ça s'arrêtait à elle. Là. C'est elle qui a été... Elle va être payée. Si elle est décédée, ben là, il est trop tard. Fini. En tout cas, moi, je pense à... Quand j'ai su ça, j'ai tout de suite pensé à une couple de personnes que, malheureusement, qui sont décédées, mais que je savais pertinemment qu'ils avaient vécu ça. Donc, puis peut-être que vous connaissez des gens aussi, là. Je pense que vous connaissez des gens, je vous ai vu réagir, mais c'est correct en même temps. Puis, tu sais, on peut contacter les héritiers. Puis, la meilleure chose à faire, c'est de les mettre en contact avec nous. On peut les aider à compléter le formulaire, les soutenir dans les démarches. Tu sais, on a Jean Robbins là, qui est avocat de formation, mais bon, dans son pays d'origine qui est Haïti, c'est ça. Puis Jean Robbins qu'on a embauché, qui est très, très dynamique, là. Puis volontaire, lui, il ferait même du porte-à-porte là, pour connaître le recours. Là. Est-ce que vous pouvez rentrer dans le dossier? Attends un peu. Si on peut rentrer dans le dossier... Dans le dossier de la personne pour l'aider? On peut pas. Non. C'est ça. Ça aurait été très simple, en fait. Mais en tout cas, j'aime mieux pas aller là-dedans parce que je vais dire des choses, mais... non, même pas. C'est que je vais dire des choses, mais j'aime mieux pas aller là-dedans pour l'instant, mais ça aurait pas pris plus que 2 semaines puis on aurait rejoint tout le monde. Ah oui. Mais c'est pas arrivé puis c'est comme ça. OK. Merci. Alors, suite à ça, est-ce qu'il y aura des changements sur la loi P38 à partir de bientôt? Ça, c'est un autre dossier. Hein? Puis la question est tellement importante. On ne le sait pas encore. Parce que présentement, puis il y en a peut-être ici qui ont participé à notre journée, là, à nos démarches qu'on a fait. J'étais venu au printemps passé à la barre du jour, entre autres, justement. On était là. Vous étiez là, hein, c'est ça. Puis on a fait un truc en septembre aussi, une consultation régionale. Il y avait des gens de la barre du jour qui étaient là aussi. T'étais-tu là, toi, Marie-Pierre? Non. Il y avait quelqu'un d'autre là, de la barre du jour. Je me souviens juste pas c'était qui, mais c'est pas grave. Là. Mais donc, il y a eu des consultations sur la question. Il y a un processus qui est en cours pour réévaluer la loi depuis 2 ans maintenant, presque. Cet automne, l'Institut qui fait cette réévaluation-là devrait, quand je dis cet automne, l'automne 2025, devrait fournir au gouvernement ses recommandations. Donc, le processus, il y a eu une revue de littérature qui a été faite par l'IQRDJ, l'Institut québécois sur la réforme du droit et de la justice, l'organisme externe un peu qui a eu le mandat du gouvernement. Donc, à la suite de ça, il y a eu aussi une étude de ce qui se faisait ailleurs au Canada. Il y a eu un sondage sur la perception de la population en lien avec la santé mentale. Tout ça est disponible sur le site de l'IQRDJ. Il y a eu aussi des mémoires qui ont été produits. Je parlais des consultations que la droit on a fait, de quand j'étais venu ici, tout ça. Puis on a fait une tournée, on a diffusé un mémoire sur l'état de situation par rapport à la P38, selon comment les gens le vivaient, mais aussi sur les constats qu'on faisait comme groupe de défense de droit qui accompagnions des gens. Donc, il est disponible sur le site de la droit. Le mémoire, je vous encourage à le lire parce que si vous avez participé aux activités, aux ateliers, ben, vous êtes parti, il y a un petit peu de vous là-dedans quelque part. Donc, à cet effet-là, ben, on est dans les 37 groupes qui ont soumis un mémoire. Avec la GID, notre association provinciale, on a soumis un mémoire aussi. Donc, j'ai participé à un forum des acteurs qui avait lieu au mois d'avril dernier. Donc, il va y avoir un rapport de ce forum-là. Cet automne, on devrait avoir des nouvelles. Puis
Puis l'automne, ça peut être du 21 septembre au 21 décembre. Là. Donc l'automne, puis des fois l'automne est même étendu à plus loin si on ne sait pas, mais c'est leur prévision. Là. On va voir qu'est-ce qu'il y en a exactement. Là. Mais on est là-dedans. Là, donc, est-ce qu'il va y avoir une réforme? Pas nécessairement. On souhaite pas qu'il y ait une réforme qui nous amène une loi moins respectueuse des droits, parce qu'il y en a qui posent beaucoup là-dessus. Mais c'est sûr que nous, on travaille fort pour les personnes pour pas qu'il y ait une loi plus abusive. Ouais. Mais il y a place à l'amélioration toujours, hein, oui, n'est-ce pas? Oui, pour nous, il y aurait place à ce que cette loi-là soit davantage plus une exception. Puis aussi, ce qu'on dit comme groupe de défense de droit, c'est cette loi-là existe depuis maintenant 27 ans. Elle n'a jamais été appliquée de façon intégrale, d'une façon respectueuse. Commençons donc par appliquer les outils qu'on a avant de vouloir changer la maison. C'est comme le réseau de la santé. On a fait à peu près 4-5 réformes. Est-ce que ça a amélioré l'accès aux soins? Depuis que je suis là, il y a au moins 3, 4, 5 réformes. Là, Pas sûr. Pas sûr, hein? Donc, je suis arrivé en 2001, moi. Donc, est-ce qu'il y a amélioration un jour? On va le souhaiter. Il y a eu des améliorations au fil du temps en santé mentale. Moi, quand je suis arrivé, je parlais de consentement aux soins. J'avais l'impression d'être un hérétique, là. Mais maintenant, c'est beaucoup plus... c'est plus accepté, je dirais. On parlait de confidentialité. C'était... Bon, les mentalités n'ont pas tant évolué là-dessus, je dirais, là, mais sur certains aspects, ça a évolué. Sur d'autres, il reste beaucoup de chemin à faire. La marge de progression est assez grande. Donc, dans cette optique-là, est-ce qu'il y a des changements à venir sur la P38? J'espère que s'il y en a, ils vont être plus respectueux des droits des personnes, mais il y a un gros lobby qui va à l'encontre de ça présentement, qui est mené notamment par les associations de psychiatres. Puis nous, ça nous inquiète beaucoup. Donc... Vous parlez de lobby qui veulent faire de l'obstruction à ce moment-là, mais c'est quoi leur objectif? Ils veulent reprendre ces gens-là peut-être là, comme patients ou reprendre le contrôle de la situation? Parce que j'ai lu leur mémoire, là, leur objectif, c'est de faire une réforme du droit civil en santé mentale qui donnerait plus de pouvoir aux médecins dans le processus, puis qui forcerait plus les gens qui ne veulent pas prendre leur médication à être soignés en même temps qu'à être gardés, puis d'enlever ça des mains des juges. Mais en réalité, c'est une logique qui est... à deux tranchants. Oui. C'est effectivement à deux tranchants, parce que ça amènerait pour les personnes une perte de droits fondamentaux qui serait majeure, puis surtout une perte de pouvoir sur leur vie. C'est comme de rentrer dans un labyrinthe, on ferme la porte, on jette la clé. Donc, c'est une caricature, mais ça ressemble un peu à ce que ça aurait comme effet. C'est déjà très difficile pour les personnes de se faire entendre dans un processus comme ça. Ce serait encore bien pire. Donc, nous, évidemment, on est opposés comme association, comme groupe communautaire en défense des droits. On est opposés à ce type de position-là. On leur a dit, fiez-vous sur moi. Et puis, moi, je leur ai dit, en tout cas, parce que je les ai croisés, notamment là, à chaque tribune. Ça ne veut pas dire que c'est pas des mauvaises personnes nécessairement, mais c'est assurément une mauvaise lecture de la réalité, puis aussi quelque chose qui pourrait être très, très dommageable pour notre société de mettre ce genre de choses, de réformes-là en place. Ça m'étonne que ce soit des psychiatres qui poussent... je dirais pas une doctrine, mais une façon de voir comme ça. Ce sont des gens quand même qui ont une formation sérieuse, je pense. Alors, ma question, c'est quoi leur vrai but? Avoué ou non avoué? Ça, c'est difficile pour moi de qualifier les objectifs. Je pense que c'est selon la vision d'une certaine partie du corps médical, des soins, de la santé mentale, et puis de dire, on voudrait que ça marche de telle et telle façon, mais je pense pas que ça améliore la qualité des services puis des soins. T'avais-tu fini de parler? Ah, t'avais pas fini? On se partage le micro. Non,
je vais te donner la chance. Non, en gros, c'est parce que ça m'étonne à ce moment-là que de voir des gens là, qui ont un niveau de formation comme ça s'objecter. Je me pose d'autres questions du genre, ils ont-ils quelqu'un d'intérêt aussi à reprendre ces cas-là là, sous leur aile? Parce que les autres, c'est toujours des intérêts. Si c'est eux autres qui géraient ça, là, ça fait peut-être une bonne clientèle intéressante. Je m'excuse, peut-être c'est un peu cruel ce que je dis, là, mais... Non, tu sais, on le sait pas. Hein? Je pense que c'est selon la vision... selon leur vision des choses. Vous savez, hein, c'est difficile de l'illustrer à un balado, mais je regarde, mettons, j'ai une bouteille de Perrier là, dans les mains, moi, je pointe le haut de la bouteille vers toi, Bernard. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois le haut. Oui. Donc, moi, je vois le bas. Donc, on parle de la même chose, mais pas de la même façon parce qu'on n'a pas la même perspective. C'est un peu ça. Eux voient ça de la perspective du médecin qui veut soigner la personne, mais qui, lui, voit le fait que la personne ait des droits, qu'il y ait des processus à respecter comme un obstacle. Puis nous, on va voir ça du point de vue de la personne qui est un citoyen à part entière, qui a les mêmes droits que les autres. Lequel des points de vue est le plus important? Moi, je pense que c'est le nôtre. Oui. Mais eux pensent que c'est le leur. Ils ont le droit de penser ça. Mais qui a raison? Je vais toujours dire que c'est moi. Ils n'ont pas leur dire, nous autres, on a les outils et les connaissances pour gérer ça. Puis si on avait ça entre les mains... C'est ce qu'on appelle un argument d'autorité. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que c'est le meilleur c'est un argument qui est le meilleur pour autant. Parce qu'au final, les lois, ils servent à quoi? Ou ils devraient servir à quoi? Surtout les lois d'exception. À protéger les droits fondamentaux des personnes. Ça a l'air d'être des questions philosophiques, tout ça, mais quand on parle de P38, en tout cas, c'est très concret. Mais la loi, elle devrait servir à protéger aussi la personne là-dedans, puis de garantir ses droits fondamentaux, parce que quand on a un problème de santé mentale, on est un citoyen à part entière. Puis c'est important de garder ça à l'esprit. Alors, il va falloir faire un choix. On verra. Au niveau des soins. On verra. Est-ce que c'est ces spécialistes-là qui sont les mieux formés pour aider ces gens-là? Ou si c'est mieux d'opter pour plus de liberté puis leur donner la chance avec une aide raisonnable je dirais de se restabiliser peut-être ou réintégrer la société dans une vie plus normale? On est vraiment dans l'ailleurs et l'autrement. Hein? Est-ce que l'avenir des services en santé mentale est sur un département de psychiatrie ou elle est dans la communauté où est-ce que les gens vivent? Est-ce qu'elle est... On peut se poser la question. Évidemment, nous, on a un biais, je pense, puis vous en avez un aussi, je suis convaincu, mais à quelque part, c'est pour ça que je dis, moi, je pense que j'ai raison. Je veux dire, je suis ouvert à entendre différents points de vue, mais a priori, je pense qu'on partage la même vision des choses. Je préfère votre vision parce que mon père travaillait au cabinet du sous-ministre, ça fait que les choses légales, on en parlait souvent. Oui. Ils étaient bien intentionnés, ces gens-là, mais la finalité, pas c'était la mentalité de ma génération de dire, nous autres, on est instruits, on sait ce qui est bon pour eux, puis on va décider, puis bon... c'était la mentalité de l'époque où j'ai grandi. Ceux qui étaient instruits savaient ce qu'il fallait faire, ce qui était bon à faire. Mais aujourd'hui, c'est formidable. Vous êtes plus jeune, vous arrivez devant moi, puis vous me montrez une autre vision. Oui, c'est vrai, il y a des gens compétents qui peuvent aider, ça, je le reconnais. Mais où est le côté humanitaire? Il faut garder c'est beau la médecine, c'est beau la science, mais l'humain qui est devant moi, là, qui est en crise, là, qui a un problème. Ça ferait une belle conclusion. Hein? Est-ce que cette personne-là se sent aimée ou jugée, contrôlée? Ça, là, je voudrais bien que quelqu'un me réponde à ça. Puis si j'étais pris d'une situation de même, là, moi, j'ai connu ça de ma génération, même de ma famille, des gens qui ont été, excusez l'expression, mais enfermés parce que c'était pour leur bien. Oui. Mais ce que vous dites, cette réflexion-là, moi, je pense que ça ferait une belle conclusion. Avant de terminer, j'aimerais ça... si vous permettez, à moins que vous vouliez qu'on continue, mais j'aimerais ça juste rappeler les coordonnées pour nous joindre, si vous voulez, pour les personnes qui vont entendre ça avant le 10 août 2025. Ouais. Donc, si vous avez vécu une garde préventive de plus de 72 heures entre le 1er janvier 2015 et le 4 novembre 2024, contactez la droite au 418-837-1113 poste 0. Parlez à Jean Robens Théagène.
Vous pouvez aller sur notre site internet aussi, /ladroit.ladroit.org. Sur Facebook, Instagram, LinkedIn, on est présent aussi. Donc, on peut vous aider. On est situé aussi à Lévis, au 5680 rue Saint-Louis. On peut vous aider à compléter le formulaire. Donc, si vous pensez avoir fait l'objet d'une garde préventive plus longue que 72 heures, donc la personne peut être admissible à une compensation qui peut aller jusqu'à 1 000 $ par jour. Donc, je tiens à le rappeler. Puis, voilà, je ne sais pas si on est rendu à la conclusion de notre rencontre. Oui, c'est ça. Donc, on vous remercie beaucoup, M. François Winter, d'être venu nous parler aujourd'hui. Ça nous a beaucoup éclairé, ce qui conclura notre balado d'aujourd'hui. Merci à tous. Merci.